Brigitte Richard et je dirige le pôle carrière de Sciences Po Alumni. Et je suis heureuse que vous soyez aussi nombreux pour cette belle conférence qui est co-organisée avec le groupe professionnel Femmes et Société, que Pascal vous présentera un peu tout à l'heure, et le groupe Ressources humaines. Donc, en fait, on a été trois groupes à organiser cette conférence. Alors, le leadership a-t-il encore un sexe? L'idée, c'était vraiment d'avoir un débat très équilibré avec 2 hommes et 2 femmes, avec 2 opérationnels et 2 consultants, de façon à ce qu'il y ait vraiment le plus grand, l'ensemble du panel qui puisse être représenté. Donc, je remercie vivement nos participants qui seront présentés plus longuement par Valérie, qui va animer ce débat. Donc, il n'y a plus guère de voix pour s'opposer au fait que, effectivement, la diversité en entreprise, c'est bon pour le business. Donc, plus de créativité, des échanges plus nombreux et des échanges plus riches. Dans la vraie vie, les stéréotypes et les biais sont encore bien présents. Les codes masculins restent bien ancrés. Et les freins continuent à exister tant chez les femmes que chez les hommes. Donc, nous allons donc poser cette question à nos invités. Et pour en connaître la réponse, il vous faudra attendre la fin de la conférence. Donc, de façon pratique, celle-ci va durer 1h10 à peu près. Hein. Et puis, nous laisserons bien sûr un temps pour les questions. Les questions, vous pouvez les poser tout au cours du débat avec la fonction chat. Et voilà, et de façon à ce que les intervenants ne soient pas perturbés, tous les micros vont être coupés. Voilà. Quelques mots sur Valérie, donc, qui va animer le débat. Donc, Valérie Desclercq a été DRH dans des univers variés, puisqu'elle a travaillé chez Renault, chez Danone et chez Chanel. Et depuis 5 ans, elle fait du coaching, donc elle accompagne des dirigeants et des dirigeantes ou ceux qui aspirent à l'être. Elle a rejoint il y a 3 mois le cabinet Dirigeants et Partenaires, donc spécialisé dans le coaching et dans l'outplacement de dirigeants et de dirigeantes. Donc, cela fait plus de 30 ans que Valérie observe le rapport des hommes et des femmes au leadership et évidemment, elle se passionne pour le sujet et elle explore notamment les stratégies gagnantes des femmes qui réussissent. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Développer son influence en réunion ». Et surtout, Valérie est très impliquée au sein du pôle carrière. Elle mène des entretiens, elle anime des ateliers, elle anime notamment un cycle qui s'appelle « Devenir consultant ». Donc, je remercie Valérie pour son engagement et je lui laisse la parole. Ah, Valentin? Oui, il semblerait que Valérie, votre micro n'est pas bien branché peut-être. Activé. Ah, pourtant, Valérie parlait il y a 2 minutes, hein, donc je pense que la connexion devrait revenir. Bon. Ouais, peut-être sans les écouteurs, effectivement. Ouais, je vais lui mettre un petit SMS. Ouais, elle a entendu. Elle a entendu. Pardon? Elle a entendu. Ah, tu la vois? Je la vois, mais je n'entends pas. D'accord. Alors, attends, je vais lui envoyer quand même un petit… Le micro n'est pas actif. Hein. Oui, je pense, oui. Non, je sais. Hein, donc, je l'appelle tout de suite. Quand la technique nous trahit. T'entends pas. Ah, puis alors, elle ne répond pas au téléphone. Si, Ah, si.
Bonsoir. Valérie, on ne t'entend pas. Ah bon? Bonsoir. Ok, bonsoir. Oui, absolument. Bon. Oui, d'accord. D'accord, ok. Valérie va se reconnecter. Hein. Je sais pas, nous l'entendions bien il y a 10 minutes. Bonjour Françoise. Est-ce que le micro des autres intervenants fonctionne? Je pense que oui. Ok, oui. Donc, vous m'entendez? Bon, C'est bon. test, vous m'entendez? Me revoici. Ah ben voilà. Super, super, super. Très Voilà. bien. Très bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et merci, merci Brigitte pour avoir organisé cet événement qui nous tient tous à cœur et de nous avoir réunis pour débattre sur ce thème. Donc, le leadership a-t-il encore un sexe? Je crois que pendant très longtemps, quand on fermait nos yeux en essayant de faire surgir l'image d'un leader politique, d'un chef d'entreprise, la personne qu'on voyait, ce n'était pas forcément une femme. Et les femmes ont longtemps été perçues par nature comme extérieures au pouvoir. Et quand elles y entraient, on peut dire qu'elles étaient un peu pointées du doigt comme une exception. Et d'ailleurs, on les appelait les premières. Souvenez-vous, la première femme à entrer à l'Académie française, la première femme à être Premier ministre, la première femme à diriger le FMI. Et heureusement, depuis de nombreuses années, comme l'a dit Brigitte, ce sujet de la juste place des femmes dans les organisations mobilise. Donc, beaucoup a été fait. On a légiféré, on a compté, parce qu'on a compris qu'il fallait compter les femmes pour que les femmes comptent. On a formé avec des programmes de sensibilisation sur les enjeux de mixité et plus globalement même de la diversité dans de plus en plus d'organisations. Et puis, on a fédéré, on a de plus en plus d'associations de femmes et d'ailleurs, on y invite de plus en plus d'hommes. Donc, heureusement, toutes ces actions commencent à porter leurs fruits et la liste des premières s'est allongée. Récemment, vous avez entendu la nomination de la première femme à présider la PERD, première femme aussi à diriger l'École nationale de la magistrature. Et donc, on est passé progressivement des premières aux 100 premières. Les 100 premières femmes dans la distribution, les 100 premières femmes dans l'industrie, dans la culture. Donc, progressivement, naturellement, de plus en plus de femmes incarnent le leadership. Et puis, le Covid est arrivé. Et souvenez-vous, en plein cœur de la première vague du Covid-19, le magazine américain Forbes a suscité le débat en affirmant que dans certains pays, les pays qui étaient mieux gérés par des femmes, le premier pic de la pandémie, ça s'était mieux passé parce que les femmes auraient agi plus rapidement, avec plus de transparence, de communication, plus d'empathie. Alors, où en sommes-nous de ces stéréotypes de genre? Est-ce que le moule du leadership est en train d'évoluer vers un modèle plus neutre? Pour en parler ce soir, on a effectivement le plaisir d'accueillir, et on les remercie vivement, 4 intervenants, donc 2 femmes, 2 hommes, qui sont tous les 4 passionnés par le sujet. Alors d'abord, Laetitia démarre. Laetitia, vous avez été une femme d'entreprise dans les affaires publiques, dans la RSE chez Renault. Vous avez ensuite évolué chez Altavia comme sur les sujets de RSE. Altavia, c'est un groupe de communication dédié au retail. Et puis, vous avez créé votre propre structure de conseil, Citizens Consulting. Et vous êtes, depuis 3 ans, directrice et executive coach chez Turning Point. Vous êtes forte de cette expérience, vous êtes beaucoup investie, notamment sur les problèmes d'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et vous avez cofondé le réseau de femmes Women in Transition.
Pascal Braque. Alors, Pascal, on ne présente plus votre engagement de longue date dans le monde associatif, particulièrement les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais d'abord, vous aussi, vous êtes une femme d'entreprise, une femme dynamique. Vous avez un parcours dans la banque en gestion d'actifs puis en gestion de fortune. Et vous êtes actuellement à la DG d'Alliance, en charge du développement des relations avec les multinationales françaises. Donc, autant de postes dans des environnements variés, très masculins, je crois. Et donc, vous y avez développé un certain nombre de convictions. Vous êtes, comme Brigitte l'a dit, présidente de Femmes et Sociétés, mais vous êtes également administratrice de grandes écoles au féminin. Vous êtes cofondatrice d'ONU Femmes France. Donc, vous êtes, après avoir été vice-présidente, membre d'honneur aujourd'hui. Vous êtes cofondatrice de Financiel et plus récemment, vous allez nous en parler tout à l'heure, de 2Gap, Gender et Governance Action Platform. Nous accueillons également Pierre Liotto. Alors Pierre, il a fait sa carrière dans l'industrie high-tech, dans des grands groupes comme IBM, Microsoft. Il a été patron de l'incubateur Internet de Vivendi, SoftBank et CEO d'une spin-off de l'INRIA. Et donc, vous êtes aujourd'hui membre du COMEX de Coné, en tant qu'exécutif VP Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Et vous êtes également très sensibilisé au sujet de la mixité. Vous allez nous expliquer comment tout à l'heure. Et puis enfin, Patrick Charnitsky. Alors Patrick, vous êtes docteur en psychologie sociale sur les stéréotypes. Vous avez enseigné en université à l'ESCP Europe pendant 10 ans et vous avez rejoint le cabinet Alternego en tant que directeur associé. Et vous y pilotez aujourd'hui des sujets de diversité et d'inclusion. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Les pièges de la discrimination, les stéréotypes en entreprise, et vous avez participé à beaucoup d'autres ouvrages comme La mixité quand les hommes s'en mêlent. J'aime beaucoup ce titre. Alors, merci à vous quatre d'être parmi nous ce soir et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On entend souvent que les femmes sont bienveillantes, qu'elles sont à l'écoute, avec un esprit de conciliation, alors que l'homme serait perçu comme aimant le pouvoir, plus dominant. Alors Patrick, est-ce que ces stéréotypes selon lesquels les hommes et les femmes sont construits avec des compétences figées, est-ce que ces stéréotypes en fin d'année 2020 ont toujours cours? Alors, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Alors, avant de répondre à votre question, juste un petit point info-route sur ce qu'est un stéréotype, parce qu'on peut avoir une vision fausse. Un stéréotype, c'est basiquement l'ensemble des informations que notre cerveau a accumulées à propos des membres d'un groupe. D'accord? C'est tout. C'est la définition la plus minimaliste qu'on puisse avoir. Et ces informations, elles rentrent dans notre cerveau la plupart du temps à notre insu et beaucoup, beaucoup plus tôt qu'on imagine, puisqu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on arrive à mesurer que des petites filles et des petits garçons de 10 mois sont 30% plus rapides devant un écran d'ordinateur pour associer des visages de femmes à des ustensiles de cuisine et des visages d'hommes à des objets de bricolage. Bon. Donc, puisque cette transmission n'est évidemment pas génétique, elle est socioculturelle, et donc ces informations rentrent dans notre cerveau. Donc déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut absolument sortir d'une culpabilité d'avoir des stéréotypes, puisqu'on en a tous, et dans une socioculture donnée, on a à peu près tous les mêmes. Et quand on fait des mesures, et qu'on demande à des hommes et à des femmes, d'après vous, quelles sont les compétences typiquement masculines et féminines, les hommes et les femmes nous disent la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient, ça veut dire qu'ils ont été pollués de la même façon depuis la petite enfance par tous ces stéréotypes. Donc le sujet, ce n'est pas trop de savoir si on en a, c'est de savoir ce qu'on en fait. Parce que si la société met des décennies à déconstruire un stéréotype, l'entreprise, elle, ce n'est pas sa mission, elle n'est pas là pour être prosélyte ou moralisatrice, elle est là pour faire en sorte que ces stéréotypes ne polluent le moins possible les interactions entre, notamment pour ce qui nous intéresse ce soir, les femmes et les hommes. Alors, est-ce que ces stéréotypes ont du sens? Ça dépend comment on pose la question. Les stéréotypes sont faux si on prend une définition extrême qui consiste à dire que pour qu'un stéréotype soit vrai, il faudrait que tous les membres du groupe partagent un point commun. Or, ça n'a aucun sens de considérer que toutes les femmes auraient un point commun ou que tous les hommes auraient un point commun. Maintenant, si on prend une définition probabiliste, est-ce qu'un stéréotype est vrai? Ça dépend comment on pose la question. Les stéréotypes sont faux si on prend une définition extrême qui consiste à dire que pour qu'un stéréotype soit vrai, il faudrait que tous les membres du groupe partagent un point commun. Or, ça n'a aucun sens de considérer que toutes les femmes auraient un point commun. Maintenant, si on prend une définition probabiliste,
Ben voilà, c'est différent. Ça veut dire que là, il faudrait faire, par exemple, des tests de personnalité. Est-ce que quand on fait passer un test de personnalité à 100 hommes et 100 femmes, on obtient des résultats différents? Oui. Et c'est bien parce que les hommes et les femmes sont construits différemment que la mixité, elle est intéressante. Parce que si on était identiques, à quoi bon se mélanger? Donc le problème, ce n'est pas de dire est-ce que les hommes et les femmes sont fabriqués différemment, ils le sont. Et s'ils sont construits différemment, ça veut dire qu'avec le temps, on peut les déconstruire. On peut déconstruire cette sexuation de l'éducation, des jeux de société, de l'école, des profs, des grands-parents, blablabla. Le sujet, c'est donc de se dire, oui, il y a des différences socioculturelles entre tous les groupes, et il y en a entre les hommes et les femmes. Pour autant, ça ne veut pas dire que toutes les femmes peuvent être réduites à certaines dimensions de la personnalité ou à des compétences, et que tous les hommes le sont. Et quand on recrute une femme, on n'a pas 3 milliards de personnes dans son bureau, on en a une. Donc le sujet, ce n'est pas de savoir ce que je pense des femmes, c'est de mettre des pare-feux pour ne pas que mon interaction avec cette femme soit polluée par ce que je vais inconsciemment projeter sur elle, eu égard aux stéréotypes que la société a mis dans mon cerveau. D'accord ? Donc, où on en est en 2020, je ne saurais pas vous dire où on en est en 2020 par rapport à 2019 ou à 2010 ou à 2005 ou à 90, puisqu'il faut beaucoup plus de temps pour qu'une société déconstruise un contenu de stéréotypes, et particulièrement sur homme-femme, puisque c'est le stéréotype probablement le plus ancien et le plus archaïque. Quand on pense par exemple qu'aujourd'hui, il est compliqué encore pour notre cerveau de dissocier l'allemand du soldat allemand 75 ans après le débarquement, imaginez comme c'est compliqué de dissocier l'image qu'on a de la femme quand, en formation, par exemple, certaines personnes me disent « mais attendez, à la préhistoire, c'est bien les hommes qui allaient à la chasse et les femmes qui restaient dans la grotte ». Donc quand on comprend l'archaïsme de ce stéréotype, qui est en plus le premier auquel l'enfant est exposé, du fait de la binarité, statistiquement c'est encore le cas le plus souvent, de ses deux parents, et que l'enfant perçoit très vite que ses deux parents n'ont pas la même voix, pas la même odeur, pas la même façon de le porter, vous imaginez bien que cet ancrage il est tellement puissant que c'est probablement le stéréotype qui est le plus difficile à déconstruire. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est le premier, c'est un stéréotype qui sert d'empreinte, et Françoise Héritier le disait avec ses mots et les neuroscientifiques le disent avec les leurs, c'est un stéréotype qui sert d'empreinte aux autres. Et donc la bonne nouvelle, c'est que plus on déconstruit et plus on travaille sur les stéréotypes hommes-femmes, et plus on déconstruit tous les autres. Parce qu'il y a un lien sémantique très fort, et on sait très bien dans les études que plus on est sexiste, par exemple, plus on est homophobe. Donc c'est tout l'intérêt aussi de travailler sur ces stéréotypes-là, c'est que comme ce sont les premiers, eh ben, ce sont les plus impactants sur tous les autres. Alors, au global, est-ce que les stéréotypes sont encore vrais? Oui. Est-ce qu'il faudra du temps pour les déconstruire? Oui. Mais est-ce que pour autant l'entreprise et l'organisation a un levier pour les neutraliser? Oui. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. On peut mettre des pare-feux en entreprise pour rendre ces stéréotypes le moins impactants possible sur toutes nos décisions et sur toutes nos interactions. Et là, il y a des leviers très pratico-pratiques à mettre en place, y compris dans le quotidien des équipes et dans la posture managériale. Alors, s'agissant de ces stéréotypes, il y a effectivement des idées préconçues. Quand on a préparé cette intervention, je vous posais la question de l'intuition féminine. Combien de fois on entend les femmes ont de l'intuition et elles-mêmes l'assument? Alors, est-ce que c'est vrai ça? Alors, c'est tout l'art des stéréotypes, c'est que la particularité, c'est qu'on n'a pas que des stéréotypes sur ce que l'on n'est pas, mais aussi sur ce que l'on est. Donc, les femmes ont un stéréotype envers les hommes, mais aussi un stéréotype envers les femmes, ce qu'on va appeler un auto-stéréotype. Et le problème, c'est que nous avons une très grande capacité à internaliser les croyances qui viennent de l'extérieur. Si vous répétez à une femme depuis qu'elle est née qu'elle est intuitive, évidemment qu'elle construit la représentation qu'elle l'est. Mais au même titre que quand on lui dit qu'elle s'autocensure parce qu'elle manque de confiance en elle, elle peut tomber dans le panneau et s'autocensurer parce qu'elle est persuadée qu'elle manque de confiance en elle. Alors, est-ce que les femmes sont intuitives? Pour le savoir, il faut faire une expérience, ce que des Suédois ont fait, expérience ultra basique, où vous prenez des gens en photo en train de sourire naturellement, et ensuite vous leur demandez de faire un sourire factice, d'accord, un sourire simulé. Et puis vous montrez des échantillons de ces photos à des hommes et à des femmes, et vous mesurez la capacité de ces hommes et des femmes à détecter les vrais sourires des sourires simulés. Et aux surprises, les écarts n'existent pas. C'est-à-dire que les hommes sont autant capables que les femmes à détecter un sourire réel d'un sourire simulé. D'accord ? Donc, c'est tout l'art des stéréotypes, c'est leur capacité non seulement à biaiser la perception de la réalité, mais aussi à la construire. Si je suis persuadé que je vais interagir avec une personne agressive, j'ai la capacité inconsciente de la rendre agressive et de me dire « je savais bien qu'elle était agressive ». Voilà.
Alors, pendant longtemps, dans les formations managériales, on invitait les femmes à adopter des codes masculins, des postures, quand on les projetait sur des postes en comité de direction, par exemple, ou en COMEX. Et moi, je me souviens d'avoir conseillé à telle ou telle femme de travailler sa voix, avoir une voix plus grave. Voilà, donc ce sont avoir une posture physique. Je vais peut-être m'adresser à Laetitia sur quel est votre vécu de ces codes masculins? Est-ce qu'on est obligé de la même façon aujourd'hui d'adopter ces codes pour espérer occuper un poste de direction quand on est une femme? Alors moi, je vais partager une expérience qui est plutôt optimiste là-dessus et qui est fondée aussi sur des tendances. Je pense que à la suite de ce que vient de dire Patrick, c'est que moi, il y a quelque chose dans lequel je crois vraiment. C'est un terme qui est très anglo-saxon, voire américain, qui est la notion de rôle modèle. C'est-à-dire que je pense que cette volonté ou cette tendance qui a été de coller au modèle masculin, elle était liée aussi à des rôles modèles masculins. Aujourd'hui, je pense que les rôles modèles féminins sont présents et naissent dans la sphère privée, dans l'éducation, dans la famille, et aussi bien un père, je le crois, qu'une mère, parce que je l'ai vécu, peut être un rôle modèle pour une petite fille et ensuite une jeune femme pour qu'elle s'épanouisse pleinement sans nécessairement avoir un référent masculin. Ensuite, je crois aussi au pouvoir des enseignants et de l'école, et on le sait en France, en tout cas dans le primaire. Je pense que les chiffres, je n'ai pas de chiffre exact, mais la grande majorité des enseignants sont des enseignantes. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'elles sont des enseignantes qu'elles sont nécessairement, elles vont donner une image ou plus féminine ou qu'il ne peut pas y avoir de modèles qui vont dire les petites filles comme les petits garçons dans cette classe peuvent aspirer à une forme de leadership. Sachant que là, je distinguerai le modèle anglo-saxon et le modèle français. La notion de leadership va arriver très tôt à l'école en milieu anglo-saxon et je pense moins en France. Ensuite, je pense qu'il y a ce que nous avons partagé au début de ce webinaire, qui est qu'aujourd'hui, les rôles modèles sont très forts et très puissants. On peut revenir sur ce que tu mentionnais, Valérie, sur ces modèles de femmes chefs d'État. Depuis le début de la crise du Covid, la figure de Kamala Harris est une figure avec ses photos, tout l'historique des vice-présidents en photo en noir et blanc, et une femme, voilà, qui devient vice-présidente. Donc, je pense que ça aussi, ça véhicule d'autres types de modèles. Je pense que pour ceux qui participent à ce webinaire ce soir, il y a aussi une littérature pour les enfants qui est née, des histoires de femmes rebelles, des récits différents, des modèles de figures féminines aussi très différentes. Ça serait ma première partie optimiste. Ensuite, je pense qu'il y a une partie qui est beaucoup plus, je dirais, de l'ordre du droit et qui, aujourd'hui, fait que on a vu arriver très récemment l'allongement du congé paternité pour les hommes et on s'aperçoit qu'il y a une aspiration à un nouvel équilibre des femmes comme des hommes. Je vois aussi que dans les conseils d'administration et dans la nomination dans les grands groupes, eh bien, aujourd'hui, il y a des places qui sont réservées aux femmes. Donc, je ne sais pas si c'est injuste pour les hommes ou s'il y a une réparation, mais il y a quelque chose là qui se passe. Et je dirais qu'en troisième point, il reste quand même des challenges qui sont forts et que nous, chez Turning Point, on accompagne des dirigeants et des leaders, mais on se rend compte, si on prend la France, qu'aujourd'hui, quand on a des métiers industriels, des métiers dans la construction, le challenge est encore très très fort pour promouvoir des femmes. Et je pense que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que ce sont des métiers sur lesquels il y a plus d'hommes que de femmes le plus souvent. Et je pense que les managers hommes ont aussi besoin d'être accompagnés, en tout cas ce sont nos clients qui nous le disent, pour manager des équipes mixtes. Donc là, il y a encore une marche à franchir, mais je crois qu'il y a clairement
la volonté que les codes masculins ou les stéréotypes ne soient plus la référence. Et je crois aussi un dernier point, si tu me permets Valérie, c'est cette notion de sororité. C'est-à-dire que les hommes peuvent soutenir des femmes et les femmes doivent se soutenir entre elles également. Et là, on a vu qu'il y avait aussi des stéréotypes et des clichés que soi-disant dans le passé, je crois que c'est dans le passé, les femmes ne se soutenaient pas nécessairement entre elles. Et dans l'association qu'on a créée avec Florence Berthet, qui est une alumni de Sciences Po également, c'est de se dire que oui, les femmes aujourd'hui aspirent à se soutenir et à créer des modèles féminins forts. Alors, on se souvient, c'était à la Maison-Blanche, sous la présidence de Barack Obama, il y a un phénomène qui s'était mis en place, on en discutait avec Pascal Braque il y a quelques jours, quand les femmes, dans une réunion de travail politique, où il y avait une majorité d'hommes, étaient attaquées, ou qu'on ne les écoutait pas, elles étaient rendues invisibles et que les hommes reformulaient à leur place leurs idées en se les appropriant, eh bien, elles avaient monté une espèce de collectif pour se soutenir, pour se... Voilà, mais que ça soit assez naturel. Solidarité. Mais ma conviction, c'est que quand même, il faut que les femmes et les hommes travaillent ensemble, apprennent à se soutenir. Tout à fait. Je crois que c'est Christine Lagarde qui communique beaucoup sur l'influence qu'ont eu certains mentors dans sa carrière, et c'était des mentors hommes. Moi, je rêve d'un moment où un homme aura un mentor femme. Ça va venir. Alors, justement, sur la pratique en entreprise, moi, j'ai envie de poser la question à Pierre, bien sûr, puisque Pierre, vous êtes dirigeant international, on l'a vu chez Coné. Alors, le monde bouge. On parle beaucoup de l'environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Il y a ce virus qui... Bon, voilà, il y a plein de choses qui bougent, et puis il y a aussi des choses qui bougent dans le bon sens. Hein. Il y a des accélérations de transformation comme le digital, où on a gagné quand même quelques années dans cette fichue histoire. Il y a des nouvelles générations qui arrivent aussi. Alors, comment vous vivez ça dans votre comité exécutif, Pierre? Merci Valérie. Tout d'abord, je suis particulièrement heureux d'avoir été invité à témoigner de mon expérience. Je dirais ma découverte du leadership au féminin, en fait, c'est la rencontre avec celle qui allait devenir ma deuxième épouse, qui a bousculé mes idées reçues et qui m'a fait découvrir des choses très différentes. Du jour au lendemain, il y avait de la concurrence à la maison. Et je dois dire que ça a été un enrichissement mutuel extrêmement bénéfique. Ma femme était avocate danoise, décidait de refaire sa vie en France, refaire des études en France, passer le concours du barreau, créer un cabinet d'avocats à partir de zéro, devenir directeur juridique Europe d'une des stars de la Silicon Valley, et qui 10 ans plus tard, elle saute dans le vide pour monter une ONG autour de la mission sociétale des entreprises. Ça ébouriffe pas mal. Je dirais, c'est un parcours que nous avons fait ensemble, nous nous soutenons mutuellement. Je veux dire aussi le fait d'avoir 3 filles et de vouloir leur faire rêver d'autres choses. C'est aussi quelque chose qui a aussi beaucoup participé à ma réflexion sur ce sujet-là, et au travers des différents changements de carrière, m'ont permis d'apprendre les bénéfices de cette diversité. Tout d'abord, je pense que ce qui est important que nous réalisions tous, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des stéréotypes de leadership en entreprise? C'est parce qu'il y a une absence de diversité. Et l'absence de diversité dans l'entreprise, le fait qu'on se soit construit autour d'un modèle de leader masculin, ben tout modèle de conformisme s'auto-alimente, s'auto-réplica. Les hommes choisissent des hommes parce que c'est ça qu'ils ont autour d'eux, c'est ça qu'ils ont vu comme principal modèle. Et si on n'a pas un minimum de diversité dans un comité de direction, ben on va rester un peu dans l'entre-soi. Donc, une des règles de base que je me suis donnée, moi, en tant que leader, c'est de faire en sorte d'atteindre un niveau de 30%. 30%, pour moi, c'est une règle. Dans un comité de direction, si vous n'avez pas 30% de diversité, vous avez des gens qui sont
comme vous le disiez tout à l'heure, à qui on ne donne pas la parole ou à qui on la coupe, parce que le modèle est défini autrement. Autre remarque que j'ai faite, et moi j'ai travaillé dans l'industrie high-tech depuis des années, depuis 30 ans, il y a un modèle dominant économique, c'est ce qu'on appelle le techno-capitalisme. Le techno-capitalisme, c'est l'alliance de la technologie et de la financiarisation de l'entreprise. Et là-dedans, c'est des ingénieurs et des financiers. Et ce n'est pas forcément des métiers qui sont super attractifs pour les femmes. Et de fait, on a eu cette domination pendant 30 ans d'un modèle économique qui a façonné un leadership sexué. Et je pense que ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que ce modèle de technocapitalisme, il est remis en cause. Il est remis en cause parce qu'il a produit, loin de produire que des effets bénéfiques, il a produit aussi énormément d'effets pervers, et il est remis en cause, en particulier en Europe. Et dans les sociétés européennes dans lesquelles je travaille aujourd'hui, il y a un vrai mouvement contre ça. Et contre ça, ça donne aussi l'opportunité à un autre type de leadership de sortir. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Quand on a parlé tout à l'heure des stéréotypes masculins, féminins, moi j'ai toujours un peu un doute par rapport à ça quand on se dit, mais est-ce qu'on veut dire par là qu'il n'y a qu'une seule façon d'être un leader dans une entreprise? Je ne crois pas. C'est vrai que ce modèle que j'appelle techno-capitaliste, il a créé un modèle dominant dans lequel le leader devait être décisif, sûr de soi, plus compétent, plus fort, etc. Mais et quand une femme essaie de reproduire en fait ces stéréotypes, souvent on lui dit non, mais vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Je me rappelle de ce qui s'est passé avec Madame Kocher, son exécution quasi publique, parce qu'elle avait un style de management trop agressif et pas assez consensuel. Vous imaginez qu'on dise ça d'un homme, hein? Moi, je trouve que ça m'a particulièrement choqué. Il y a quelques années, la numéro 2 de Facebook, qui s'appelle Sheryl Sandberg, a publié un bouquin qui s'appelait Lean In, hein, ou En avant tout en français. Et c'est comment s'imposer dans l'entreprise. C'était comment adopter en fait la position et la posture des hommes pour devenir un leader. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on évolue, quoi. La complexité de l'entreprise, de l'environnement dans lequel nous sommes, évolue de façon profonde, et qu'on a besoin de leadership basé sur d'autres choses que ce qu'on a aujourd'hui. Et l'apport des femmes est extrêmement important. Et je pense que nous, les hommes, nous avons beaucoup à apprendre, je dirais, de la façon dont les femmes exercent leur leadership. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont été managés par des femmes. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont été mentorés par des femmes. Et je pense qu'on a énormément à apprendre dans ce domaine-là. Merci Pierre. Alors effectivement, on a un certain nombre d'études qui montrent les mérites de la mixité, voire de la diversité dans les instances dirigeantes. On a tous en tête l'étude Women Matter de McKinsey, qui avait conclu que les entreprises qui ont une plus forte proportion de femmes dans leur COMEX ont en moyenne une rentabilité de leurs fonds propres supérieure de 47%, que s'il n'y avait aucune femme. Alors ça, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur de Pascal. Pascal, on vient de voir qu'à travers ces témoignages, ces partages d'expériences, que quand même, on est rentré dans une dynamique et qu'il y a de plus en plus d'hommes à l'image de Pierre dans les entreprises qui s'investissent sur ces sujets de mixité et chez dirigeants et partenaires, on l'observe aussi chez les hommes que nous accompagnons. Il y a vraiment une grande attention portée à ce sujet. Et pourtant, il y a encore beaucoup de CODIR, beaucoup de COMEX qui sont majoritairement masculins. Et je crois, Pascal, que l'expression « briser le plafond de verre » n'a pas complètement disparu du vocabulaire. Donc, il y a quand même bien un plafond, avec une zone réservée. Alors, Pascal, vous êtes très actif sur ces questions. Et j'ai envie tout simplement de vous
poser cette interrogation. Quel est le sujet qui pose problème? Pourquoi tout n'est pas encore résolu? Alors, bonjour à tous. Je vais pouvoir peut-être apporter un point de vue qui est, je dirais, celui des femmes qui se prennent le plafond de verre ou qui essayent de ne pas le prendre et de le contourner, voire de l'exploser, à travers les différentes associations, les différentes démarches dont tu as parlé tout à l'heure, Valérie. Donc, Femmes et Société, bien sûr, pour Sciences Po, Grandes Écoles au féminin, Financiel, et plus récemment, TOGAP, qui est une coalition. Une coalition, c'est extraordinaire, une coalition d'une quarantaine de réseaux de femmes dirigeantes, à la fois, donc des plus gros réseaux de femmes dirigeantes, à la fois du secteur privé et du secteur public. C'est quasiment unique au monde, avec l'objectif justement d'essayer de comprendre, nous avons quand même un peu compris, mais surtout de faire bouger les lignes ensemble. Alors pourquoi on a aujourd'hui, malgré, on le voit, toutes ces prises de conscience, toutes ces bonnes volontés, toute cette volonté de faire avancer les choses et en quelque sorte de déessentialiser la perception et l'exercice du leadership. Pourquoi on a toujours en France que 2,5% de femmes PDG des grandes entreprises? Pourquoi au niveau mondial on a 6% de femmes sur les 500 de fortune, du classement fortune? Pourquoi côté public, on parle beaucoup d'entreprises, mais justement TOGAP, avec cette particularité, vise aussi à faire apparaître ça. Côté des dirigeants du public, pourquoi en 2019, on n'a que 33% de primo-nominés au poste de direction et de dirigeants, alors qu'il y a une loi qui oblige à un pourcentage minimal de 40% et que l'État se paye des amendes à lui-même. Alors pourquoi? Eh bien, les clés du problème, me semble-t-il, ne sont pas seulement individuelles ou réservées à l'action de chaque organisation prise séparément, même si chaque organisation et de plus en plus d'organisations sont très actives et exemplaires en la matière. Le sujet, il est systémique. Pour ne pas rester, il faut avoir à l'esprit quand même que pour ne pas rester sur cette lancée molle, avec tous ces mauvais chiffres, molle et fragmentés, il faudrait quand même 257 ans pour atteindre l'égalité selon le Forum économique global. Et donc, il faut, pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir bousculer ces choses, il faudrait mettre en place une approche qui soit à la fois volontariste, évidemment, et systémique. Et pour cela, il faut que ce leadership féminin soit reconnu et son développement géré pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, et ce qui n'est pas encore le cas au niveau global, c'est-à-dire un enjeu stratégique. Il faut que ce soit vu comme un enjeu stratégique qui se heurte à un obstacle majeur qui est celui, il faut le dire, du partage du pouvoir. Et cette approche stratégique, elle est stratégique évidemment pour le secteur privé, elle est stratégique pour le secteur public, mais elle est aussi stratégique pour la planète. Il faut quand même avoir à l'esprit, au début de cette année 2020, ce qu'a proclamé le secrétaire général de l'ONU lui-même, Antonio Guterres, qui nous a quand même dit « Nous devons de toute urgence transformer et redistribuer le pouvoir si nous voulons préserver notre avenir et notre planète. » Donc, le cœur du sujet, me semble-t-il, il est là, en fait. Alors, que faire? Alors, tout en continuant évidemment sur ce travail de fond qui est fait par chacun des acteurs, et on l'espère de plus en plus, ce travail en quelque sorte un peu micro, de terrain, il faut que ce sujet soit replacé, ce sujet du leadership féminin, il faut qu'il soit replacé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un levier macro, stratégique, qui doit être géré en tant que tel. C'est un enjeu
de transformation et de performance globale. Il doit être identifié, bien sûr, il doit être renforcé et puis il doit être déployé. Alors la performance économique et sociale, tu en as parlé, Valérie, il y a des chiffres qui ont bien montré, des études nombreuses qui ont montré le côté, la performance indéniable de la mixité et de la diversité dans les performances économiques. Côté performance sociale, il y a aussi des chiffres intéressants. Il faut savoir que les entreprises qui ont le plus de femmes dirigeantes ont un taux de rétention. Enfin, quand je dis social, c'est aussi commercial. Hein. Ces entreprises qui ont le plus de dirigeantes ont un taux de rétention de leurs clients qui est plus élevé de 9%. C'est aussi pas mal, ça. Et en matière de fidélisation des employés, donc de cohésion de l'entreprise, et surtout dans une période de chasse des talents, eh bien, la fidélisation des employés est supérieure à 8%. On a aussi parlé tout à l'heure des femmes dirigeantes politiques. On a aussi cette performance politique. On connaît la longévité, évidemment, la popularité exceptionnelle d'Angela Merkel et on a évidemment tous, pendant cette crise, et tu en parlais tout à l'heure, Valérie, on a vu qu'au trombinoscope du top 10 des performants, des dirigeants de la planète les plus performants contre la crise, eh bien, c'était 100% de femmes. Voilà, donc ça aussi, il faut qu'on ait bien, et il est important d'avoir à l'esprit que cet enjeu majeur de la mixité, de la diversité, en général d'ailleurs, c'est aussi, concerne aussi la prise de décision politique. Alors, si on recherche quelques leviers d'action, il y en a un certain nombre de leviers d'action pour renforcer et accélérer ce processus de féminisation de la gouvernance. Alors, il y en a de plus ou moins soft et de plus ou moins contraignants. Je commencerai peut-être par celui qui consiste à accentuer ce qui existe déjà, qui est le moteur de la responsabilité sociale, ou de la responsabilité sociétale d'ailleurs, en accentuant par exemple, là encore il y a tellement de choses, mais en accentuant et en approfondissant ce que font déjà beaucoup d'entreprises à travers le déploiement des objectifs du développement durable, qui est quand même une feuille de route qui est faite pour ça, qui a été proposée par l'ONU, votée par les États membres de l'ONU. Donc on a une feuille de route, on a une carte là. Et au-delà de l'ODD numéro 5 qui concerne spécifiquement les l'ODD, c'est pardon, objectif du développement durable, excuse-moi. Au-delà de l'objectif numéro 5 du développement durable, donc cet objectif-là est consacré spécifiquement aux droits des femmes, à leur développement, etc. Il y a un élément important qu'il est important de faire émerger et d'utiliser, c'est d'identifier que ce sujet du genre, il est transversal à tout ça, puisque sur les 17 objectifs du développement durable, quasiment tous ont un effet accélérateur, que ce soit l'énergie, que ce soit évidemment l'alimentation, la santé, le bien-être des collectivités, ont un effet d'accélération, un effet de levier quand on investit sur des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Alors, je le dis d'une façon générale, sachant que bien sûr, quand on dit femmes et investir sur des femmes, c'est sur l'empowerment des femmes, ça se décline selon les différents environnements économiques et politiques, évidemment. Alors, ce sujet des ODD, il vaut en particulier pour les entreprises qui doivent ou devront de plus en plus prouver leur engagement dans des critères et des reporting, des notations extra-financières. C'est des choses qui existent déjà et qui vont certainement devoir être renforcées, qui le sont pour éviter le greenwashing, le pinkwashing et autres sujets. Mais cette responsabilité, elle s'applique aussi aux États, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les ODD, ce sont les États membres de l'ONU qui les ont votés, et ils sont donc eux-mêmes redevables de leurs engagements vis-à-vis des instances multilatérales et en particulier de l'ONU. Donc, on a ce premier moteur de la responsabilité sociétale. Deuxième moteur que
qu'il faudrait accentuer, je pense, c'est le moteur de la performance. Si je reviens sur ces critères extra-financiers, il est intéressant d'observer le rôle croissant des investisseurs institutionnels, donc qui sont des actionnaires, ils investissent dans les entreprises et qui sont des actionnaires, ils sont toujours exigeants, mais qui sont de plus en plus exigeants sur ce registre de la féminisation de la gouvernance. Alors, il y a bien sûr le côté performance financière, mais pas que. Il y a également tout ce qui concerne justement cet engagement sociétal et ce développement durable, en l'occurrence. Donc, dans un premier temps, et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on a vu en France, c'est des choses qui se développent, que j'ai pu observer à différents endroits du monde et qui se développent. Donc, il y a une dizaine de jours, en France, vous avez 6 gros investisseurs français qui ont créé une coalition pour porter ces sujets-là auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc, dans un premier temps, c'est un travail d'explication, de conviction, d'accompagnement. Puis va venir le temps du contrôle. De pédagogie, voilà. Puis un jour viendra, où viendra pardon, je bafouille, le temps du contrôle. Et puis enfin, oui, de la sanction. Je finis, j'ai un dernier point et je finis. Et donc, le dernier élément, c'est la sanction. Et en l'occurrence, et c'est là où on en revient à cette logique de transformation en enjeu stratégique, le désinvestissement ou le non-investissement, eh bien, c'est, du coup, j'ai perdu le fil, pardon. C'est en fait le nerf de la guerre pour l'entreprise. Si elle ne peut plus trouver d'investissement, eh bien, elle va avoir plus de mal à se développer. Et enfin, le dernier moteur, qui est d'ailleurs finalement celui dont on parle le plus, c'est le moteur de la contrainte. On arrive un peu crescendo avec les mesures légales et réglementaires. Je reviens sur la France pour donner deux angles concrets. L'index Pénicaud, évidemment, on l'a tous à l'esprit. Il a largement contribué à donner une visibilité nouvelle sur la façon… Est-ce que tout le monde l'a à l'esprit? On peut peut-être rappeler quand même… Alors, j'y viens justement. L'index Pénicaud, il vise à donner en quelque sorte une échelle de notation de l'engagement. Je n'entrerai pas dans le détail du moteur, hein, mais il donne le concept, la réalité d'ailleurs, c'est de créer une échelle de notation obligatoire pour les entreprises, la plupart des entreprises, de leur engagement, enfin même pas de leur engagement, de la façon dont les femmes sont intégrées à leur organisation. Alors il y a des critères de rémunération, etc. Et donc l'avantage de cet index… Pascal, il faut que je répartisse équitablement. Oui, absolument. Et alors, je viens au dernier point, ce sont bien sûr les quotas. Et le sujet des quotas, ça a super bien marché en France, hein, avec la loi pour les conseils d'administration, avec la loi Copé-Zimmermann, puisque la France est le 2e pays au monde à avoir le plus de femmes dans les conseils d'administration. Et la question s'est posée au début de l'année, a été lancée au début de l'année par Marlène Schiappa et Bruno Le Maire, de créer des quotas pour les instances opérationnelles, exécutives, les comités exécutifs, les comités de direction, où est le vrai pouvoir dans les entreprises, hein, je pense que Pierre ne me contredira pas, oui, alors, on n'a que 14% de femmes. Et donc, on en est à ce stade-là en France, où les quotas, où du coup, l'AFEP-MEDEF a créé un code pour autogérer les quotas. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je voudrais justement rebondir sur ce sujet du quota. Pierre a évoqué, il a mis en place un quota de 30% dans son COMEX. Et alors, pourquoi 30%? Pourquoi pas plus? Voilà. C'est amusant que j'ai vu la question passer sur le chat, là. Ça m'a fait rire parce que je me suis fait allumer par ma fille ce matin sur le même sujet. Je lui ai dit, pour qu'il y ait de la diversité dans l'entreprise, il faut un minimum de 30% pour que la minorité soit représentée. Et alors, elle m'a dit, mais papa, pourquoi 30%? Pourquoi pas 50%? C'est pas ça que je voulais dire. Mais voilà, je prends le truc. C'est la 2e fois de la journée que je me fais remettre à l'ordre sur ce sujet-là. En fait, mon point, c'était comment créer de la diversité
la diversité étant le meilleur outil pour mettre fin au conformisme et aux stéréotypes. Et c'est ça qui était ce que je voulais dire. Et la diversité, elle s'applique dans le cas qui nous occupe aujourd'hui à la diversité sur le plan du genre, mais elle s'applique à plein d'autres sujets. Il y a des diversités d'éducation, il y a des diversités de background national, etc. Je voudrais juste donner un exemple. Il y a une dizaine d'années, j'étais un patron de Microsoft en Europe et j'avais une filiale qui était les Hollandais qui fonctionnaient tous de la même façon. Ils avaient une culture d'excellence opérationnelle absolument extraordinaire. Mais ils avaient très peu d'entre eux qui avaient vraiment le doigt sur le pouls du marché. Et lorsque la crise de 2008 nous a frappés, très peu d'entre eux se sont posé la question, mais le marché va réagir comment? Et eux, ils ont continué à fonctionner de la même façon et ils sont rentrés dans le mur parce qu'ils étaient tous pareils, tous coulés dans le même moule. Donc ce besoin de diversité, dans le cas particulier d'aujourd'hui, on parle de genre, mais c'est un besoin qui est absolument super important pour casser le conformisme, casser les stéréotypes. Alors justement, casser les stéréotypes. Alors Patrick, expert en stéréotypes, quelle est votre méthode? Y a-t-il une méthode magique pour lutter contre les stéréotypes? Et si j'ai bien compris, le premier stéréotype s'agissant des femmes, c'est de penser qu'elles se ressemblent toutes. Encore une fois, quand on est à l'échelle de l'entreprise ou d'une organisation, le sujet, ce n'est pas de lutter contre le contenu des stéréotypes, parce que ça, c'est une évolution sociétale et c'est un temps plus long. Ce que l'entreprise peut faire à court terme, c'est de lutter contre l'usage abusif des stéréotypes. Oui. Pas du tout la même chose. Et pour limiter l'usage abusif, la première étape, c'est d'abord l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître qu'ils existent. On ne peut pas lutter contre un phénomène par rapport auquel on est dans le déni. C'est l'objet de beaucoup de programmes de sensibilisation, d'ailleurs dans les entreprises, sur sensibiliser à ce qui existe. Le problème, c'est que la socioculture porte dans toutes ses dimensions une forme de moralisation culpabilisatrice où on dit « vous êtes un méchant si vous avez des stéréotypes ». Et moi, si on me dit que je suis un méchant, mon réflexe primaire est de me dire « c'est pas vrai, je ne suis pas un méchant, la preuve ». Et j'ai toujours moyen de trouver un exemple pour montrer que je n'ai pas de stéréotype parce que j'ai un ami noir ou parce que je suis blablabla. Bon. Donc, la première étape, c'est l'humilité. Et pour être humble, il faut expliquer qu'il n'y a pas de mal à avoir des stéréotypes et que les biais inconscients sont inhérents au fonctionnement mental et qu'ils sont automatiques. En revanche, non coupables, mais responsables, ça veut dire qu'on peut donner des clés pour limiter l'usage abusif de ces stéréotypes. Donc, premièrement, on les accepte. Et après, il y a des tas de facteurs que la psychologie sociale a identifiés depuis 50 ans, qui sont des outils pragmatiques qui cassent le recours automatique aux stéréotypes. Je vais vous donner un exemple très simple. Toutes les études depuis toujours montrent que plus on est fatigué, moins on a de ressources mentales, plus le cerveau bascule en mode automatique et plus on utilise les stéréotypes. Donc, si je fais mes entretiens annuels à 19 h, j'augmente sensiblement le risque d'utiliser mes stéréotypes que si je les fais à 9 h 30 le matin. Et bien ça, vous voyez, c'est tout bête. Rentrer dans le quotidien des équipes pour faire en sorte que les recrutements, on les fasse le matin, que les entretiens annuels, on les fasse le matin et qu'on ne prenne jamais de décisions importantes après 19 h ou 20 h, ce qui est vrai d'ailleurs pour la vie privée, hein, et qu'on attende d'avoir un biorhythme au top après le petit déjeuner du matin, ben déjà, c'est tout bête, mais vous voyez, on limite la casse. Donc, il existe comme ça sur la gestion des émotions, sur la motivation, sur la charge mentale, des tas d'outils qui permettent de lutter contre l'usage abusif des stéréotypes. Et puis l'arme de destruction le plus puissant, ça reste quand même la culture. Un stéréotype, c'est une croyance. Donc, c'est une représentation d'un groupe qui remplace une absence de connaissance. Donc, si je remplis mon cerveau de connaissances, eh bien, mécaniquement, je limite le recours abusif à toute forme de pensée magique, parmi lesquelles on retrouve les stéréotypes. Le cerveau, c'est une machine absolument extraordinaire, vraiment, c'est le moteur d'une Ferrari, mais dans cette Ferrari, si vous ne mettez pas 1 litre d'essence, vous ne faites pas 10 mètres. Donc ça ne sert à rien d'être intelligent si on n'est pas cultivé, ça ne sert à rien. Donc il faut remplir le cerveau avec de la matière, car le cerveau ne pense pas sur de l'antimatière. Donc il faut se cultiver, comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme moi, comprendre qu'il faut admettre de rentrer dans son prisme culturel, et sur toutes les dimensions de la diversité. Pourquoi est-ce que
avec ses 30 ans de moins, il ne pense pas comme moi. Pourquoi est-ce qu'avec sa religion, il ne pense pas comme moi? Eh bien, pourquoi? Parce qu'elle a été construite comme une femme socialement, elle ne fonctionne pas comme moi. Et c'est cette compréhension qui limite la casse. Alors, qui peut avoir comme mission, justement, d'éclairer, de former sur ces sujets-là? C'est une co-responsabilité triangulaire avec la gouvernance, les outils RH et le management. Rien ne fonctionne si vous n'alignez pas les 3 éléments du triangle. C'est-à-dire j'ai envie de poser la question à Laetitia, justement. Le rôle pardon, je pensais que c'était pour moi, pardon. Non, aussi, mais je vais aussi poser la même question à Laetitia. Le rôle du management sur la prise de conscience de ces stéréotypes, comment agir? Dans le rôle du management, je pense que si on revient, et puis pour rebondir sur ce que disait Patrick sur les stéréotypes, je pense qu'il y ait une parité dans le management pour que ce soit porté. C'est-à-dire que ce soit à la fois les hommes leaders et les femmes leaders d'une même entreprise qui portent ce même message. Si on n'a que des femmes qui disent qu'il faut développer les femmes, on retombe, alors je ne suis pas aussi experte que Patrick, dans une forme de stéréotype. Et quand on se rend compte que quand il y a des hommes qui soutiennent les femmes et qui les encouragent, ça porte pleinement ses fruits. Donc ça permet de déconstruire. Ensuite, moi je crois aussi, je ne peux pas prêcher pour mon entreprise, qui est d'accompagner aussi les femmes à asseoir, si vous voulez, leur assertivité dans l'entreprise comme manager, à ambitionner des postes qui jusqu'à présent dans leur groupe étaient tenus que par des hommes. Mais je pense que la notion d'accompagnement, de formation vient compléter ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire qu'il y a la nourriture personnelle que l'on se donne, donc il y a une forme de discipline aussi de se dire, qu'on soit homme ou femme, pour se dire, voilà, je ne vais pas lire que des livres comme ça, je ne vais pas regarder que des films comme ça, et je vais m'ouvrir. Et l'autre chose, c'est aussi qu'il y ait des moments dans l'entreprise ou hors de l'entreprise où on se consacre à ces enjeux-là. Et on se consacre, et alors là, il y a quelque chose dont je suis vraiment convaincue, c'est que ce n'est pas juste une petite piqûre, tiens, tu vas une journée en formation, cassons les stéréotypes. C'est quelque chose qui doit nécessairement se faire sur la durée. Donc, je pense qu'il y a des experts ici, il faut 21 jours pour prendre une habitude. Il faut, en cette période où on apprend à travers les écrans et que notre cerveau est beaucoup plus fatigable, il faut, je dirais, une discipline aussi dans l'apprentissage sur la durée. Et il faut ensuite partager et promouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de générosité pour casser ça, enfin, j'en suis convaincue, c'est-à-dire que ce qu'on a reçu, on doit aussi le transmettre. Et de cette manière-là, on réapprend aussi. Donc, ce n'est pas une approche, je pense, naïve. Je pense que c'est assez pragmatique et réaliste. Parce que sinon, on va mettre un peu des pansements sur des jambes de bois à grands cris de communication. Et puis après, 6 mois après, quand on regarde, on se rend compte que, ouais, il y a eu un grand coup de com'. Et puis, dans les faits, il ne s'est rien passé. Là, on approche des entretiens, entre guillemets, dits annuels qui arrivent. Voilà, que... Moi, je rejoins Patrick, faisons ces entretiens le matin et voyons comment les RH, les managers vont aborder un entretien avec un homme et un entretien avec une femme. Comment est-ce qu'on peut aussi changer ça? Voilà. Merci Laetitia. Alors, sur le sujet des stéréotypes, je saisis au vol une question qui est posée par le public. Une question que je me suis posée aussi en entendant Pascal d'ailleurs. Pascal peut-elle développer sur le lien entre meilleure répartition du pouvoir et défi du changement climatique? Faut-il entendre quelque part une vague idée que les femmes seraient plus à même de gérer le changement climatique? Pascal. Eh bien, en fait, c'est plutôt une question de nouvelle organisation de la société. Je vais prendre des exemples concrets. Alors là, je vais prendre un exemple d'empowerment et pas de pouvoir au sens de comité exécutif bien de chez nous. Si on prend des programmes de développement en Afrique, j'aime bien cet exemple de l'énergie. Des femmes qui font chaque jour 4 heures de marche pour aller chercher de l'eau, plus chercher du petit bois pour faire le feu, etc. Si on leur donne un panneau solaire, elles vont pouvoir avoir donc de l'énergie sur place qui va permettre d'installer une pompe
à eau à proximité, donc elles gagnent 4 heures de marche, qui va leur donner de l'énergie, de l'électricité. Elles vont pouvoir peut-être avoir des machines qui permettront de produire, je sais pas, une machine à coudre ou des choses de ce type-là. Et donc tout ça avec un gain en matière de CO2, enfin en émission de CO2 considérable. Voilà. Et ça, c'est une façon de donner le pouvoir aux femmes sur leur quotidien, sur leur environnement et sur l'environnement en général. Puisque sur cet exemple-là, d'ailleurs, vous avez des communautés entières qui se créent entre des villages pour justement accentuer, développer ce type d'approche qui a donc un effet sur la planète. Voilà, c'est un exemple concret qui est assez parlant, je trouve. Mmh. Après, de mettre une femme à la tête d'une multinationale de l'énergie ou un homme, je n'entrerai pas dans ce débat-là. Je pense que ça va au-delà de la personnalité et des stéréotypes, j'espère. Mais en tout cas, sur le terrain, il y a il y a des choses très concrètes en la matière. Alors, on sait ce que c'est que le plafond de verre, on sait moins ce que c'est que la falaise de verre. Est-ce que, Patrick, vous avez étudié ce phénomène? Alors, je rappelle ce que c'est que la falaise de verre. C'est quand une entreprise va bien, on préfère des leaders avec les qualités stéréotypées masculines, et quand l'entreprise va mal, on s'adresse à des femmes en invoquant des compétences stéréotypées pour qu'elles redressent la situation. Alors, il y a l'exemple célèbre de Theresa May, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick? Alors, non seulement je n'ai pas étudié le phénomène, mais je ne le connais pas. Moi, ce que j'observe dans les études que l'on fait, en tout cas, quand on étudie les statistiques des entreprises, on constate parfois les phénomènes plutôt inverses, pour une raison simple, c'est qu'une entreprise n'est jamais innovante socialement quand elle ne va pas bien économiquement. Et quand vous regardez les chiffres, par exemple, du recrutement des hommes et des femmes Bac+5 dans les grands cabinets de conseil, quand on prend les Big Four, on voit que le taux est passé globalement en 15 ans de 40 à 50%, à frôler les 50% au début de la crise en 2009. Et quand la crise du conseil, quand la crise a frappé le conseil en 2009, sans que personne ne le décide et sans qu'on s'en rende compte, en 5 ans, le taux était redescendu à 43. Alors pourquoi? En fait, une entreprise, c'est un écosystème qui fonctionne comme nous. Quand on ne va pas bien, nous, quand on est déprimé, on rentre à la maison et ce n'est pas ce soir-là qu'on va sortir pour rencontrer des gens, surtout en ce moment. Quand une entreprise ne va pas bien, elle est en stress. Et quand une entreprise est en stress, elle fait comme nous, elle se recroqueville sur des pratiques qu'elle pense maîtriser et qui la rassurent. Et donc, je ne connais pas, moi, d'entreprise qui, quand elle ne va pas bien, se lance dans l'innovation sociale par le télétravail, par des budgets RSE et par de la lutte contre les discriminations. Elle revient aux fondamentaux. Et j'ai le sentiment, en tout cas dans les chiffres que moi j'observe, c'est que pour qu'une entreprise soit innovante sur le point de vue sociétal, il faut qu'elle aille bien économiquement. Et là, on peut enclencher, par contre, un cercle vertueux, parce que c'est bien l'innovation sociale par le bien-être, l'équité de traitement, la reconnaissance des compétences, la fidélisation des talents, que tout cela se réinjecte par l'agrégation de ces bien-être individuels, en quelque sorte, que tout cela se réinjecte en performance économique. Voilà, donc moi, alors peut-être que d'autres le vivent autrement ou font une autre analyse, mais moi j'ai plutôt le sentiment que quand une entreprise ne va pas bien, elle se recroqueville sur des fondamentaux plutôt masculins, de ce que j'observe. Alors, je vois que beaucoup de questions arrivent et que le temps passe. Hein. Brigitte, si je compte bien, il nous reste une vingtaine de minutes. J'entends plus Brigitte. Alors, je vous propose qu'on... c'est ça, Valérie. C'est ça, je ne voulais pas polluer, donc oui. Il y a pas mal de questions. Sans sous-estimer l'importance de la question de la parité, ce sujet n'est-il pas dépassé? Et l'accent ne doit-il pas plutôt être mis sur la diversité dans toutes ses facettes, inclusion et égalité? Pierre? Je voudrais dire deux choses.
en fait, si on parle des entreprises et du leadership, et si on parle de la période dans laquelle nous vivons, je voudrais faire une analogie. Quand on parle de la planète, on parle toujours du fait qu'on a des ressources limitées. Je pense que la ressource féminine ou la ressource du leadership féminin ou du talent pool féminin est une des ressources les moins surutilisées sur notre planète. Donc, prenons-en parti et prenons-en avantage. Je pense aussi, pour rebondir sur ce que disait Pascal, il y a une émergence effectivement de rôles modèles féminins dans le domaine politique. Il parlait d'Angela Merkel. Moi, je voudrais surtout parler de Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a montré un leadership en période de crise absolument exceptionnel. D'ailleurs, elle a été reconduite début novembre. Elle a été reconduite parce qu'elle a fait face à des choses dramatiques. Rappelez-vous l'attentat de Christchurch. Et qu'est-ce qu'elle a fait devant l'attentat de Christchurch? Elle a porté le voile en signe d'empathie avec les victimes. Lorsque la pandémie de Covid a frappé, elle a été aussi un des leaders qui a été qui a géré ce truc de façon le plus successful. Et peut-être pour dire un peu le contraire de ce que disait Patrick, elle a démontré en une période de crise un leadership absolument exceptionnel, mais qui reposait sur des valeurs qu'on associe aujourd'hui plus à une femme qu'à un homme. Rappelez-vous que ce qui a marqué la première fois quand Jacinda Ardern est arrivée au Parlement, c'est qu'elle était Premier ministre et qu'elle allaitait son bébé au Parlement. Et ça, c'est des choses fondamentalement féminines. Mais si je peux me permettre, c'est pas du tout dire le contraire. C'est pas parce qu'elle allaitait son bébé qu'elle était performante. Non, mais elle a été performante parce qu'elle a utilisé des qualités féminines dans sa gestion de la crise. Non, je pense pas. Je pense qu'elle a été performante parce qu'elle est brillante, c'est tout. Mais bon, c'est un vaste débat. Hein. Je crois qu'on est au cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi je suis pas forcément d'accord avec la vision de Pascal. On n'est pas sur une. Cette question de départ du débat, c'est le leadership a-t-il encore un sexe? Je crois que le débat, il est aujourd'hui de se dire, il faut sortir justement de ça. Il y a un bon leadership qui n'a pas de sexe, qui est dégenré. Il y a des compétences. Et aujourd'hui, on a besoin de compétences qui sont historiquement construites associées aux hommes et historiquement construites associées aux femmes. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est pour ça que moi, j'utilise jamais le mot de féminisation, mais de mixité. Ce qui fait la performance des entreprises dans lesquelles on a de la mixité dans les COMEX, ce n'est pas l'apport des femmes qui a apporté la performance, c'est l'apport de la mixité, c'est le mélange qui est bénéfique. Parce que sinon, on reste sur une logique de quel groupe est meilleur que l'autre, avec l'illusion que depuis des millénaires, on s'est trompé. Je ne crois pas que ce soit... Il ne faut pas rester sur ce débat d'un espèce de remplacement par un bon leadership qui remplacerait un mauvais. C'est juste qu'aujourd'hui, on a besoin de leaders qui ont des compétences qui sont hybrides et qu'il faut que l'entreprise se dote d'un référentiel de compétences qui est capable d'aller chercher tout cela. Je vais vous donner un exemple simple. Dans les tests de personnalité, les femmes ont statistiquement et de façon socioculturelle, ont une beaucoup plus grande capacité à déléguer. Une femme a plus de facilité en moyenne à dire ça je ne sais pas faire, je délègue. Parce que l'homme, en moyenne, le vit comme une atteinte à sa virilité. Une question d'ego. Exactement. Quand on voit comment toutes les entreprises sont en train de s'horizontaliser avec cette obsession du tout coopératif, on co-design, on co-pense, on je ne sais pas quoi, on comprend bien comment la capacité à déléguer devient une compétence considérable, devient une compétence clé pour un leader. Il faut qu'un leader soit suffisamment humble pour déléguer. Alors oui, statistiquement, les femmes le font mieux. Mais le sujet, du coup, ce n'est pas d'aller chercher les femmes. Il faut que le COMEX dise « Je veux que la capacité à déléguer devienne une des 5 compétences clés quand on veut rentrer et être un dirigeant de mon entreprise. » Donc, il faut rentrer par la porte des compétences hybrides et non pas par la porte de « allons chercher des femmes plutôt que des hommes ». Sinon, la guerre des sexes, on va l'entretenir pour l'éternité.
Alors, je peux rajouter Pascal. quelque chose. J'ai été trop systémique, je pense. Je n'ai pas du tout voulu dire qu'il y avait un leadership qui remplaçait l'autre. Je dirais que moi, la conclusion que j'ai aujourd'hui sur le leadership a-t-il un genre, je dirais que le leadership en a moins que jamais au niveau des pratiques. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, Patrick. C'est plus, le genre ne devrait plus entrer en ligne de compte. Par contre, le leadership, il a plus que jamais un genre au niveau des décisions politiques et des décisions des entreprises. Il est évidemment primordial que tout le monde travaille ensemble et il ne s'agit pas du tout de remplacer une domination par une autre. Donc là, attention, je ne voudrais pas qu'il y ait ce stéréotype de vision de l'action des femmes là-dessus. C'est évidemment, c'est tous ensemble de façon à alors briser ou faire évoluer la perception, cette perception globale à la fois des stéréotypes et du système. C'était ça mon propos. Okay. Non, mais c'est un système qui reproduit les mécanismes. Non, mais moi, je suis ravi, Pascal, de vous entendre dire ça, mais j'ai réagi un peu comme ça parce qu'effectivement, ce chiffre de dire les pays qui ont fait le mieux face au Covid, c'est ceux qui sont dirigés par des femmes. Non, c'est des pays dans lesquels il y a une mixité intelligente au niveau de... Absolument, oui, tout à fait. C'est l'explication de ça, tout à fait. Oui, oui. En Allemagne, vous avez Angela Merkel, mais sur les 20 landes, 18 sont dirigés par des hommes. Donc, quand on sait à quel point le pouvoir en Allemagne est décentralisé... Méfions-nous des raccourcis. Ce qui fait la richesse justement des Allemands dans cette crise, c'est la mixité. C'est la mixité. C'est un bénéfice. Oui. J'avais noté une intervention, encore une fois, je la cite, c'est la deuxième fois, mais j'aime beaucoup Christine Lagarde. Elle a vraiment l'art de la formule, hein, il faut lui reconnaître aussi cela. Et elle dit, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, elles sont différentes. Nous sommes tous différents, il faut que chacun apporte sa différence. Et c'est le fait que les femmes étaient souvent en position de minorité qui leur donne une autre approche. Et donc, elles prônent la confrontation des points de vue. Et j'ai l'impression qu'autour de la table digitale, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, une question pour Laetitia. Vous parliez tout à l'heure des modèles féminins forts pour incarner les nouveaux rôles, le côté exemplaire, les fortes figures féminines. Et la question est autour de, oui, mais quand il y a des événements comme ça de sensibilisation, souvent on met en avant des femmes exemplaires, tellement exemplaires, genre Christine Lagarde, que c'est complètement inaccessible. Et donc, comment on pourrait arrêter de mettre en scène ces femmes héroïnes? Et la question, là, elle est très bien posée. Ça véhicule souvent des stéréotypes de femmes exceptionnelles qui ont mis de côté leur vie personnelle et qui travaillent 8 jours par semaine. Alors, je pense qu'il y a, j'aurais envie de dire qu'il y avait de ça et qu'il y a moins de cela aujourd'hui. Et là, je parle dans l'imaginaire collectif. Je fais notamment référence... s'il y en a parmi nous qui ont Netflix, par exemple, au portrait qui est fait dans la dernière saison de The Crown de Margaret Thatcher et de son mari, etc., une femme exceptionnelle, mais Margaret Thatcher dans la série, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle fait la cuisine elle-même à Downing Street, et elle a cette capacité de travail et elle garde aussi les pieds sur terre. C'est un exemple. Voilà. Moi, enfin, elle défend l'apartheid, hein, au passage. Alors, ça c'est une autre partie de... Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, femme exceptionnelle, homme exceptionnel, si une femme a envie de travailler 10 heures par jour, pourquoi pas? Peut-être qu'elle a un moyen de léguer la vie de famille, peut-être qu'elle a un homme à ses côtés qui est OK pour faire ça. Donc, je pense que là, c'est aussi alors, une autre forme de stéréotype de dire que les hommes peuvent travailler, les femmes peuvent, et moi je le crois pour l'avoir vécu, à certains moments avoir des paliers, et les hommes aussi. C'est-à-dire, si on dit les femmes aspirent à s'occuper de leur famille et avoir un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle, moi je sais pas, je vis avec un homme qui aspire aussi à ça. Donc il y a plein d'hommes,
je pense, qui aspiraient, mais qui ne le disaient pas, en raison de stéréotypes masculins, et qu'aujourd'hui, ce rééquilibrage est à l'œuvre. Je le crois pleinement parce que je le vois chez nos clients, on le voit, je pense, ceux qui participent à ce webinaire aussi autour d'eux. C'est-à-dire que l'expression, la verbalisation et l'affirmation de cette volonté d'équilibre, et avant était très féminine, et maintenant, elle bascule. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir des rôles modèles qui font rêver, et je pense que c'est aussi bien d'avoir des rôles modèles de proximité. Et dans l'entreprise, je pense que je pense qu'il y a une plus grande liberté aujourd'hui pour que cela puisse s'exprimer. Voilà, retour d'expérience personnelle et professionnelle. Merci Laetitia. Alors, tout ça parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, on a l'habitude de penser que les femmes en sont davantage pourvues. Et on entend de plus en plus que le leadership évolue et que demain, dans cet environnement complexe, etc., eh bien, ça peut être l'intelligence. Un patron qui n'aurait plus d'intelligence émotionnelle, qui n'en aurait pas, il ne pourrait plus être patron. Donc, Patrick, il y a beaucoup de commentaires très positifs sur votre intervention, votre approche différente de ce qu'on peut entendre souvent, intéresse beaucoup le public ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette intelligence émotionnelle, féminin, masculin? Alors, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai une vision, évidemment, vous l'avez compris, terriblement environnementaliste. C'est-à-dire qu'on a construit les petits garçons, alors de moins en moins, soyons clairs, les choses changent, mais on a construit beaucoup les petits garçons dans un interdit émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit, etc. Et donc, c'est compliqué de sortir de ce modèle-là. Bon. Ce qui est très clair, c'est que pour en revenir encore à la notion de compétence, aujourd'hui, on voit bien comment même quand on forme des managers de proximité, la grosse difficulté, c'est qu'on leur dit, pendant 30 ans, vous avez fait que du pilotage de l'activité, et maintenant, il faut faire du pilotage de l'humain. Bon. Donc, non seulement ils ne le font pas, mais ils n'ont même pas été formés à le faire. Et là, effectivement, on voit bien l'intérêt dans les équipes d'avoir cette capacité à manager l'humain. Et oui, statistiquement, encore une fois, si je fais des courbes de Gauss, elles se superposent, en décalé un tout petit peu. Oui, les femmes ont été construites avec plus de compétences que ça ne veut pas dire qu'aucun homme ne peut être empathique, etc. Mais c'est tout l'intérêt, encore une fois, d'avoir de la mixité dans les équipes parce que chacun va se nourrir de l'autre. Et moi, je vois de plus en plus d'entreprises dans lesquelles, dans les équipes un peu grandes, on crée maintenant des binômes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le manager, il y a un binôme avec un pilotage de l'activité par une personne qui va être celui qui porte l'expertise opérationnelle et technique et une personne qui va venir en complément faire du pilotage de l'humain. Pour autant, il ne faut surtout pas tomber dans le panneau de dire qu'il faut mettre un mec à l'activité et une femme à l'humain. D'accord ? Encore une fois, si vous avez une grille d'analyse des compétences et une façon de repérer les talents de façon non stéréotypée, mécaniquement, vous êtes capable de caster les gens sur des compétences et indépendamment de leur sexe. Merci Patrick. Une question pour Pierre. Comment arrivez-vous à convaincre vos collègues leaders hommes à s'intéresser à la question du genre et de la diversité? C'est une super question. Merci de l'avoir posée. Je pense que il y en a, il faut le dire, il faut être honnête, il y en a qui le feront parce que il y a des mécanismes incitatifs, voire punitifs, qui vont les obliger à le faire. Pascal a donné toute une liste de codes, de choses qui existent, qui se renforcent. Et malheureusement, je pense qu'il y a un certain nombre d'irréductibles, je ne pourrais pas d'irréductibles, mais de gens qui ne se laisseront faire que par ce type de choses. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir une motivation positive autour de ce sujet-là. Il y a beaucoup de biais inconscients dans
la formation de nos caractères masculins qui fait que, encore une fois, le conformisme a fait qu'on a été amené à réagir de la même façon. Ce qu'il faut s'arriver, c'est briser ça. Et je souscris tout à fait à ce que disait Patrick sur le fait que ce qui est important, c'est la diversité, la mixité, et pas forcément la mixité juste d'avoir le badge féminin ou le badge masculin, c'est la diversité des qualités, des compétences, et à montrer en fait que cette diversité a des aspects positifs sur la bonne marche de l'entreprise. Que lorsqu'on doit faire une transformation, ce n'est pas forcément le même type de leadership style qui va nous permettre de conduire une transformation dans l'entreprise que lorsqu'il faut faire de l'excellence opérationnelle. On motive, dans une période de transformation, on motive les entreprises, les collaborateurs de façon différente de lorsqu'il s'agit simplement d'accélérer sur des rails bien définis. Et c'est la diversité en fait des compétences et des caractères qui viennent quelquefois de qualités plus féminines que masculines ou d'autres qui donnent en fait à un leadership team un mode de fonctionnement différent. Moi, je procède en fait par l'exemple et par le fait de montrer que plus notre team est divers et plus il est performant. Et ça aide à convaincre les collègues. Alors, on s'approche tout doucement de la fin de ce débat. Je vais demander à chacun de partager… Juste une toute petite question qui est importante, c'est-à-dire effectivement, quels seraient les conseils à donner aux jeunes femmes, justement? Voilà, c'est ce que j'allais demander. que chacun, chacune, voilà, si vous aviez un conseil à donner à un de nos étudiants qui nous suit ce soir. Vous voulez que je commence? Oui. Alors, si j'avais un conseil à donner, ce serait évidemment au plus possible, oser être soi, c'est-à-dire être dans l'acceptation de qui on est et surtout pas de rentrer dans un rôle, parce que c'est comme ça qu'on ne va pas bien, c'est comme ça qu'on finit par être en dissonance avec sa propre personnalité. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand psychologue pour comprendre que c'est la porte vers le mal-être. Mais il faut, dans le même temps, mettre la pression sur son organisation pour qu'elle me permette d'être moi-même. Parce que cette idée que les Y vont balayer les dinosaures et vont remplacer la société et les entreprises par des valeurs éthiques et je ne sais pas quoi, est un leurre absolu. On ne change une organisation que si l'organisation nous laisse la possibilité de le faire. Donc, il faut oser être soi et s'engager collectivement pour que l'organisation nous permette d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, on sort d'une école Bac+5 à 23 ans. Et la plupart des jeunes hommes qui sortent à 23 ans disent qu'ils veulent être des bons pères. Et souvent, dans les entretiens, ils me disent, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas connu mes parents, j'ai envie de connaître mes enfants. Ce qui est une phrase d'une violence inouïe. Bon. Sauf qu'ils ont 23 ans. Et qu'en France, on fait son premier enfant en moyenne à 31. Que se passe-t-il pendant ces 8 années? Que se passe-t-il pendant ces 8 années où ils travaillent sans enfants? Eh bien, ils peuvent rentrer dans un moule, si on les contraint à le faire, à bosser 8, 10, 12 heures par jour. Et quand le premier enfant arrive, ils ont un salaire qui fait que ça leur permet de rationaliser en disant bah oui, je vais rentrer tard, mais au moins j'assure des vacances à la Barbade. Donc, il ne faut pas compter uniquement sur les gens pour oser être soi. Il faut que collectivement, on mette tous et toutes la pression sur les organisations pour qu'elles changent leurs normes afin qu'on puisse, chacun et chacune, être soi-même. Voilà. Alors ça, c'est un sujet de Pascal. Oui, moi je vais avoir une formule que je vais piquer à Agnès Jaoui qui a été interviewée le 25, enfin qui a participé à un colloque à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, donc en environnement artistique. Mais concernant les stéréotypes, j'ai bien aimé cette citation qui dit que les petites filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. Voilà, donc je ferai court, c'est que l'idée c'est de sortir de ce qu'on attend quand on est une femme, de ne pas faire ce
qu'on croit que les autres attendent de vous. C'est que ça revient à être soi-même. Mais je pense que par rapport aux stéréotypes, le carcan, il est là. On fait des choses, on s'auto-censure en fonction de ce qu'on croit que les autres, que la société, que son rôle, etc., fait que vous devez faire. Voilà. Juste en 2 secondes, merci Pascal, je suis pour le coup 1000% d'accord. Et Nora Roosevelt a dit la phrase que je préfère parmi toutes, nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement. Tout à fait. Nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement. Il faut absolument rentrer en résistance contre toutes les normes conformistes. Moi, je pense que pour compléter, parce que j'ai la chance d'enseigner à Sciences Po et j'ai parfois plus de questions sur équilibre vie professionnelle, vie personnelle à venir à la sortie de l'école de la part de jeunes femmes que de jeunes hommes. Donc, ce que je donne comme conseil à ces jeunes femmes, c'est de leur dire, venez pas me le demander à moi, mais exprimez-le largement autour de vous. Il y a encore un tabou de la verbalisation de ce questionnement. Donc, de le faire avec les étudiants masculins, de le faire dans le cadre d'un recrutement, même pour un stage, et de se dire que, qu'on soit un homme ou une femme aujourd'hui, on peut accepter de ne pas travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure, que un homme ou une femme a le droit de dire moi j'ai un engagement associatif et ça ne sera pas forcément une femme. Donc je pense que, en tout cas, là on parle des étudiants de Sciences Po parce que je pense que pour avoir étudié grâce à Sciences Po dans le milieu anglo-saxon, cette liberté de parole et d'affirmation est plus forte dans la culture anglo-saxonne. Mais néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de carcans qui est créé parce qu'on ne s'autorise pas à exprimer ses aspirations. Et si déjà on commence par là, je pense qu'il y aura beaucoup de gagnés. Merci Laetitia. Pierre? Oui, moi je voudrais donner une note optimiste, très positive par rapport à ce que je vois. Il y a une rupture générationnelle entre, je dirais, les femmes de ma génération, les femmes qui ont plus de 50 ans, qui se sont battues dans un monde d'hommes avec souvent les armes des hommes. Et comme il a été dit plusieurs fois, il n'est pas donné à tout le monde d'être Kamala Harris ou Christine Lagarde ou Sheryl Sandberg. Et elles ont transmis un modèle à la fois positif sur le fait qu'on peut être une femme leader, mais à la fois aussi qui fait peur, parce qu'elles ont dû adopter pour cela des styles de fonctionnement très, très particuliers. Et puis d'un autre côté, la génération des femmes qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, dans lequel je vois beaucoup plus de liberté de penser par rapport à ça. Je vois beaucoup plus de volonté de construire sa propre carrière autour de sa propre personnalité. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de faire ses choix, de se faire aussi épauler par du mentorat, le plus proche possible de son secteur d'activité professionnelle. Je pense que c'est important de le mettre dans le contexte des objectifs de carrière qu'on veut se donner. Que ce soit, alors, faut-il que le mentor soit masculin ou féminin? Je ne sais pas. Je pense que c'est important, c'est que ça soit quelqu'un qui soit intéressé au sujet de la diversité en règle générale. Et enfin, si je peux donner un conseil, il existe malheureusement encore dans pas mal d'endroits des environnements toxiques. Et je pense qu'il faut savoir en sortir le plus rapidement possible, par le haut, pas par le bas. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et nous allons méditer ces excellents conseils et les mettre en application. Et merci à nos intervenants et merci à toi, Valérie, pour cette belle animation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. À très vite. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.